8h10 sur RCF, soyez les bienvenus, c'est l'heure du grand invité. Aujourd'hui, nous recevons un journaliste spécialiste du Vatican et du catholicisme. Il est correspondant permanent au Vatican depuis 2016 pour le quotidien La Croix. Nicolas Senez, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre qui a déjà fait sacrément parler de lui, une enquête fouillée au rythme haletant. Le titre est très clair, Comment l'Amérique veut changer de pape. C'est publié chez Bayard. Avant que vous nous expliquiez qui sont ces lobbies qui en veulent au pape François, un mot peut-être sur Jacques Chirac. Au Vatican, quelle image garde-t-on de l'ancien président ? C'est l'homme, je crois, du grand malentendu ? Oui, le Vatican, c'est un lieu qui a beaucoup de mémoire et on garde encore ce regret du débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, quand la France, avec Jacques Chirac en tête, a refusé l'inscription de ses racines chrétiennes dans la future constitution européenne. Et ça reste encore comme un reproche qui est fait à Jacques Chirac et à la France dans la tête de ces On n'est pas prélats. touché par la bonhomie du personnage au Vatican. Aussi, mais ce choix politique qu'a fait la France, on le reproche et on y voit aussi la source de finalement tous les problèmes de l'Europe. C'est-à-dire, le pape lui-même nous l'a dit un jour dans l'avion. On n'a pas voulu des racines chrétiennes, du coup on a une Europe sans racines et tous les soucis qu'elle a aujourd'hui de ne plus savoir où elle est, le Brexit, etc., c'est finalement le résultat de cette Europe qui, à un moment, s'est détournée de ses racines et ne sait plus où elle en est. Nicolas Senez, vous venez donc de publier Comment l'Amérique veut changer de pape, un livre qui est une véritable bombe. Ce sont les mots du pape lui-même, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'il a dit au moment où il a redonné le livre à ses collaborateurs derrière, quand je lui ai offert le livre dans l'avion qui nous a emmenés en Afrique. Voilà, on a eu un petit échange. Il connaissait le livre parce qu'il y avait eu un article quelques jours plus tôt dans le Messaggero, qui est le quotidien de Rome, et le quotidien qu'il lit tous les jours. Et donc, il m'a dit d'ailleurs, en voyant la couverture, il fait « Ah, mais j'ai essayé de l'avoir » et on m'a dit qu'il n'était pas disponible. C'est comme ça qu'on a eu une courte conversation où il a parlé du livre et il m'a confié, entre moi, mais pour moi, c'est un honneur que les Américains m'attaquent. Et des mots qui ont tout de suite été modérés par le service com du Vatican. Alors, à la fois modérés, mais pas démentis, précisés. L'idée était de pas déclencher non plus une guerre entre les États-Unis et le Vatican, mais c'était de dire, attention, il y a effectivement, reconnaître qu'il y a un groupe, qui est minoritaire d'ailleurs dans le catholicisme américain, mais qui est très très engagé contre François. Alors Nicolas Senez, le révélateur de cette histoire, c'est il y a un an, la lettre ouverte de l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, Monseigneur Carlo Maria Vigano. Rappelez-nous les faits. Voilà, donc lui c'est un Italien, mais qui a été longtemps le représentant, l'ambassadeur du pape aux États-Unis, et qui a beaucoup grenouillé justement dans tout ce milieu des catholiques conservateurs américains. Il aura d'ailleurs beaucoup nommé d'évêques aux États-Unis parmi eux. Et, vous dites nommé, c'est le pape qui nomme les évêques, mais conseiller. C'est quand même le nonce qui prépare très largement les nominations qui sont ensuite ratifiées, faites par les services du Vatican et puis ratifiées par le pape. Mais donc, voilà, ce nonce, cet ancien nonce, publie en plein voyage du pape à l'étranger un pamphlet où il accuse le pape d'avoir couvert un cardinal qui, quelques mois plus tôt, s'est révélé être un prédateur pédophile. Et il accuse le pape François de l'avoir couvert et avec lui tout ce que le Vatican a pu compter de responsables depuis une quinzaine d'années. Et il appelle les responsables du Vatican et le pape en tête à démissionner. Et c'est véritablement, parce qu'on n'a jamais vu ça dans l'Église, un nonce, un évêque qui appelle son supérieur, le pape à démissionner, et qui plus est, on entend après immédiatement 20-25 évêques aux États-Unis qui expliquent ce que dit Monseigneur Vigano, c'est quand même intéressant, c'est pas tout à fait faux, il n'a pas tout à fait tort, c'est quelqu'un de bien et qu'il faudrait l'écouter, prendre en compte ce qu'il a dit. Et comment le pape va réagir ? Alors, ça nous a beaucoup étonnés. On est dans l'avion, retour de ce voyage en Irlande. Dans la nuit précédente, il y a eu donc ce texte de Monseigneur Vigano. Et nous avons donc, comme à chaque retour d'un voyage papal, la conférence de presse. Et évidemment, question est posée sur ce sujet-là. Et le pape, très étonnamment, nous dit « Je ne répondrai pas à cette question là-dessus, je ne dirai rien ». Et effectivement, on est tous très étonnés. Et on se demande, mais pourquoi finalement il refuse ce débat ? Et justement, moi je me suis aperçu, justement aussi en faisant cette enquête, a permis de rentrer dans la démarche aussi de François. Justement, il a refusé une polémique. Il a refusé cet esprit de polémique et ouvert une porte justement en disant, vous êtes journaliste,
faites votre métier et vous verrez par vous-même ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux dans ce que dit Monseigneur Vigano. Alors Nicolas Sénès, qui sont ces Américains, ces prélats et ces laïcs qui en veulent au pape François? Alors c'est un groupe principalement de laïcs qui sont souvent de riches entrepreneurs qui ont réussi dans leur métier, qui défendent un catholicisme dur, plutôt moralisateur, et qui se sont engagés en particulier dans la fin des années 2000 contre Barack Obama, contre l'Obamacare, la sécurité sociale qu'Obama aussi très imprudemment a voulu imposer, y compris à l'Église, en obligeant les institutions d'Église, par exemple, à rembourser l'avortement ou la contraception de leurs employés, ce qui est effectivement inacceptable. Mais ça a ouvert une guerre culturelle où ces catholiques aussi ont vraiment pris la défense et de la liberté religieuse, et finalement aussi d'une culture catholique déclenchant ce qu'on a appelé une guerre culturelle. Et François a voulu justement dépasser cette guerre culturelle, à la fois aux États-Unis et dans le monde, comprenant que la crédibilité de l'Église, qui était entamée par les abus sexuels, devait dépasser justement une confrontation et regarder devant. Et ça, c'était inacceptable pour eux. Et en plus, le pape François dénonce les excès du capitalisme financier, donc s'attaque à la puissance économique américaine. Parce qu'en fait, les affaires de pédophilie ne sont qu'un prétexte. Au cœur de cette affaire, c'est l'argent. Oui, c'est moi j'ai suivi ce vieux conseil qu'il y a dans le journalisme, follow the money, suivez l'argent, et effectivement on s'aperçoit que même les abus sexuels, et d'ailleurs les victimes, juste après la déclaration de Monseigneur Vigano, les victimes d'abus sexuels ont dit attention, cette question-là c'est un écran de fumée, ces gens-là ne nous ont jamais défendus, faites attention, regardez ce qu'il y a derrière. Et effectivement on s'aperçoit que c'est des gens qui défendent aussi des intérêts financiers de l'Amérique, c'est des gens qui ont... c'est une frange du catholicisme américain qui a toujours essayé d'expliquer que, certes, ils sont catholiques, mais ils partagent le rêve américain. Et ils partagent le enrichissez-vous. Ils sont pro-vie, mais ils défendent aussi ce point important de la justice américaine qui est la peine de mort, etc. Et surtout, donc, ils reprochent à François ses prises de position à contrario, ou encore de discuter, par exemple, avec Cuba ou avec la Chine. Et alors, dans votre livre, vous racontez dans des pages hallucinantes la préparation d'un putsch sur le prochain consistoire avec ce Red 8 Report. De quoi s'agit-il ? Voilà, donc, il y a eu cet appel à démissionner ça n'a contre pas François, marché. qui n'a pas marché. C'était vraiment, je pense, complètement absurde d'imaginer que ça puisse marcher. Ils n'auront pas la peau de ce pape, donc ils auront le prochain, c'est Exactement, c'est comme ça n'a pas marché, on sait que finalement, pour eux, avec ce pontificat-là, en tout cas, c'est fini. Mais on prépare le prochain, on met beaucoup d'argent, des moyens aussi humains, avec d'anciens agents du FBI qui enquêtent sur tous les cardinaux pour sortir des dossiers au moment où François démissionnera ou mourra, dans cet entre-deux, juste avant le conclave, sortir les boules puantes et influer comme ça sur le conclave. Peut-être pas avoir un pape américain ou pro-américain, mais peut-être en tout cas dégommer tous les cardinaux qui pourrait continuer la réforme de François et éventuellement mettre quelqu'un d'influençable, de manipulable. Vous avez évoqué la question de l'argent. Est-ce que l'Église catholique américaine est-elle vraiment dépendante de ces milieux financiers conservateurs, d'un point de vue financier, et puis plus largement, est-ce que le Vatican dépend lui aussi des subsides américains ? Beaucoup, puisque dans les années 2000, c'est justement la crise des abus sexuels, en particulier dans l'Église américaine, de gros dommages et intérêts à payer par les diocèses qui se trouvent en faillite. Et donc... ces riches Américains arrivent comme donateurs dans les diocèses, mais qui donne, qui apporte l'argent, veut aussi décider. Et donc, ils ont une influence directe sur les évêques américains en orientant un certain nombre de décisions politiques, morales. Et le Vatican, c'est la même chose. Pendant toutes les années 90, 2000, à force de grandes donations, ils ont eu un véritable pouvoir sur le Vatican et un pouvoir que le pape François a refusé. Si on reprend les reproches adressés au pape par ces Américains, est-ce que le pape est de gauche ? Est-ce qu'il est marxiste ? Comment est-ce qu'on comprend sa critique du libéralisme ? Alors justement, on a toujours en tête le vieux débat progressiste-conservateur. Je crois qu'il ne marche pas ici pour François. François, très fondamentalement, est un conservateur. On se souvient de ses paroles sur l'avortement comparé au recours à un tueur à gages.
on ne va pas ranger ces genres de déclarations dans les déclarations progressistes. Donc c'est un conservateur, mais il fait face effectivement ici à des ultra-conservateurs qui essaient de le faire passer pour un dangereux progressiste, et si on écoute les médias américains, pour un communiste, parce que justement il attaque ses fondements, il attaque les excès du libéralisme économique, et donc c'est inacceptable pour une certaine pensée libérale américaine. Nicolas Sénez, les vaticanistes ont l'habitude des intrigues. En quoi toute cette affaire est singulière ? Il y a toujours eu des oppositions contre les papes. Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI a eu ses propres... a dû faire face à des polémiques, à des attaques médiatiques. Mais je crois que c'est jamais allé aussi loin. Imaginez si sous Benoît XVI, des évêques avaient validé, donné crédit à de telles accusations, et porter finalement un appel à la démission comme ça de Benoît XVI. Je crois qu'il ne serait plus évêque aujourd'hui. Je crois qu'on en a saqué pour moins que ça sous Benoît XVI. Les catholiques américains, est-ce qu'ils sont tous d'affreux conservateurs capitalistes au style au pape François ? Non, c'est une minorité. C'est une minorité influente qui, en particulier, tient les médias, WTN, qui est la grande télévision catholique américaine, qui est très influente. Mais si on regarde les chiffres, aujourd'hui, il y a encore un petit 70% des catholiques américains qui soutiennent François. Alors c'est en baisse parce qu'on sent bien qu'il y a des effets de cette campagne, mais encore une majorité, en particulier du côté des latino-américains, qui sont en train de prendre la majorité dans le catholicisme américain. C'est vraiment un peu, d'un côté on a les catholiques, on va dire plus anglo-saxons, on va dire les white anglo-saxon catholiques pour le coup, et puis qui regardent un peu de haut aussi ces latinos, et le fait que François lui-même soit un latino, ça joue aussi dans un certain mépris qu'ils peuvent avoir. Nicolas Sénez, que représentent aujourd'hui dans le monde ceux qui s'opposent au pape François ? Je ne suis pas certain qu'ils soient majoritaires, mais ils ont de l'influence aussi par leur argent et par ce qu'ils peuvent financer aussi. Il n'y a pas que les Américains. Non, il n'y a pas que les Américains. Où est-ce qu'on en retrouve d'autres ? Les Américains financent un peu partout dans le monde des projets. La force des Américains dans cette opposition au pape, c'est leur puissance financière ? Encore aujourd'hui, oui. Si on compare à certains cardinaux qu'on sait un petit peu hostiles, voilà, je pense que par exemple en Afrique, ils peuvent... il y a une influence américaine réelle, et on le sent par exemple dans les débats qu'il peut y avoir sur les précédents synodes, où on a senti effectivement un certain nombre d'évêques sensibles aux appels des Américains, qui étaient ceux qui financent leurs séminaires, financent des médias à certains endroits. Donc ça, on le sent assez fortement. Et en France, Nicolas Sénez, est-ce que tout le monde se lève pour François, ou c'est plus subtil ? En France, c'est plus subtil. Je pense qu'il y a effectivement une frange du catholicisme américain, français, qui est touchée par ces médias américains. On reste quand même dans un vieux système traditionnaliste. Bon. Je pense en France qu'il y a pas une méfiance, mais une interrogation effectivement vis-à-vis de François, qui est du fait que, avec François, le catholicisme bascule. Le catholicisme centré sur l'Europe est terminé. Et finalement, on a aussi ce regret de se dire que nous ne sommes plus au centre de l'Église. Et ce catholicisme européen, Benoît XVI, dernier pape européen, ce qui est le titre de la biographie qu'en avait fait Bernard Lecomte, c'est tout à fait vrai. Même si peut-être il y aura encore un pape européen, mais ça signe que le centre de gravité de l'Europe, de l'Église, ça n'est plus l'Europe, c'est périphérie chère au pape. Et le fait que, par exemple, François ne vienne pas en France, c'est un regret, je pense, pour beaucoup de catholiques français. Vous pensez qu'il va finir par venir ? Je ne suis pas sûr. Dans l'avion, quand il avait parlé du schisme, une des questions qu'avaient posées mes collègues espagnols, c'était « Est-ce que vous allez venir en Espagne ?» Et il a répondu très clairement « Vous savez, moi, en Europe, je ne viens que dans les petits pays. » Et vous, alors, la possibilité d'un schisme, c'est une hypothèse sérieuse ? En tout cas, c'est un mot qui revenait très souvent dans les couloirs du Vatican l'année dernière. Voilà, parce que le fait que des évêques... semble entendre les sirènes de Vigano. Il a fallu quand même que le pape François intervienne assez fortement auprès des... il les a rassemblés dans une retraite, il leur a fait une lettre où il leur dit « Attention, vous êtes en train aussi de perdre votre peuple, et en particulier les latino-américains qui se détournent de vous, qui vont vers les nones, dont parlait Tuc Valderville là, tout à l'heure. » Ça, c'est important. Donc, il les a rappelés à ça. Je pense qu'on peut difficilement parler aujourd'hui d'un schisme, en tout cas aux États-Unis, parce que je ne vois pas aujourd'hui d'évêques qui seraient prêts à franchir le pas du schisme. Par contre, effectivement, ce qui soucie le pape, c'est sans doute le schisme silencieux de tous ceux qui ne trouvent plus l'Église crédible, justement à cause de ces prises de position extrêmement dures dans certains endroits, et qui, sur la pointe des pieds,
s'en vont parce que justement ils trouvent que l'Église n'est plus capable de répondre aux défis du monde présent. Et c'est ça, je crois, qui soucie François, et c'est ce schisme-là silencieux qu'il veut absolument éviter. Alors, dans quelques jours, va commencer à Rome le synode pour l'Amazonie. En quoi ces divisions internes vont-elles se faire sentir ? Alors, je ne pense pas qu'elles se fassent sentir dans le synode lui-même, parce qu'on est vraiment sur les évêques de l'Amazonie. C'est un groupe homogène qui partagent vraiment des problématiques communes, qui se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, il y aura certainement de l'extérieur, et quelques voix aussi venant de la curie, etc., pour avoir des positions un peu d'opposition. Il va y avoir des choses de l'extérieur. Mais effectivement, la question justement sur le synode sur l'Amazonie, c'est comment l'Église est capable de répondre aux questions, aux besoins des peuples en Amazonie. Et c'est la question, effectivement, que pose le pape François pour toute l'Église. Alors, dernière question très rapide. Au début de son pontificat, beaucoup redoutaient qu'on attente à la vie du pape François. Cette crainte existe-t-elle encore ? Il y a toujours une possibilité. Il y a eu des tentatives d'attentats. On sent aussi au Vatican qu'il y a une sécurité, ne serait-ce qu'à cause du contexte terroriste en Europe et dans le monde. Pas plus qu'avant. Pas plus ni moins qu'avant. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Sénès. Je rappelle votre livre « Comment l'Amérique veut changer de pape » et c'est publié chez Bayard.